L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le vice-président de la Société financière internationale a rencontré le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Et puis au Sénégal, l'ouverture prochaine d'une usine de fabrication de satellites. Nous en parlons dans cette édition. Nous terminerons en Europe avec des athlètes de haut niveau qui ont décidé de soigner leur image sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est entretenu à la primature avec le vice-président de la Société financière internationale SFI. L'organisme entend renforcer sa collaboration avec la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets. Les détails dans cet élément. Le vice-président de la Société financière internationale, Sergio Pimenta, à la primature ce lundi. Reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la séance de travail a porté sur la redynamisation de la collaboration existante entre cet outil de financement du secteur privé au sein du groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour regarder avec vous le paysage de notre collaboration, identifier ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui nous donne des raisons d'espérer ce qui constitue nos préoccupations dans le cadre de la dynamique impulsée par le chef de l'État à l'économie ivoirienne et comment nous pouvons collaborer à l'avenir pour encadrer, dimensionner et consolider les vecteurs sur lesquels on a du succès et imaginer d'autres vecteurs sur lesquels on pourrait avoir encore plus de succès. Pour Sergio Pimenta, l'institution va aller plus loin aux côtés de la Côte d'Ivoire. Nous faisons déjà un bon nombre d'investissements et de soutien dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs des nouvelles technologies, dans les secteurs du soutien aux petites et moyennes entreprises. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a demandé de faire encore plus et de voir d'autres secteurs. Nous avons des initiatives, par exemple, sur le secteur de l'habitat, donc de l'accès à l'immobilier qui est important, mais également comment pouvoir faire plus sur le développement des marchés de capitaux, sur les accès au financement des petites et moyennes entreprises et également aux accès aux connaissances que nous voulons apporter. Notre année fiscale dernière, nous avons financé 210 millions de dollars américains ici en Côte d'Ivoire et j'ai eu la grande joie de dire à Monsieur le Premier ministre que je pense que cette année fiscale qui va se terminer dans quelques mois, nous devrons atteindre la barre des 400 millions de dollars, donc quasiment un doublement de nos opérations. Et Monsieur le Premier ministre m'a demandé de doubler encore l'année suivante, donc il va falloir faire encore plus, mais vous pouvez compter sur les équipes de la SFI qui vont travailler conjointement avec nos amis de la Banque mondiale pour pouvoir faire plus pour le secteur privé ici en Côte d'Ivoire. Les interventions de la SFI en Côte d'Ivoire se chiffrent à plus de 240 milliards de francs CFA pour l'année fiscale en cours. Restons encore un peu sur le territoire ivoirien. Le premier conseil des médiateurs pour l'année 2024 s'est ouvert à Yamoussoukro. Pour le médiateur de la République, Adama Tounkara, et les médiateurs délégués, il faudrait se pencher sur les élections présidentielles pour l'année 2025 et cela à travers des stratégies qui promouvront la cohésion pendant la période électorale. Ils sont venus des différentes régions du pays pour prendre part au premier conseil de médiature au titre de l'année 2024. Les médiateurs délégués, avec à leur tête Adama Tounkara, le médiateur de la République, définissent la feuille de route de l'année 2024. Toutes les activités iront dans le sens de la consolidation d'un climat apaisé en vue d'aborder les échéances électorales de 2025. J'ai souhaité que cette session se déroule au premier trimestre afin de partager avec vous ma vision sur l'orientation de nos missions à l'approche de l'année 2025 qui focalisera l'attention de tous les acteurs nationaux et internationaux du fait de l'élection présidentielle. Le premier conseil de médiature va permettre d'élaborer et de définir des actions pour la préservation de la cohésion partout en Côte d'Ivoire. Il sera mis en place un comité scientifique qui aura pour mission d'élaborer un plan d'action contenant des activités fortes et originales pour la tenue d'une élection présidentielle pacifique sur la base d'un thème directeur qui vous sera communiqué. Ce plan d'action 2024-2025
devra permettre d'atteindre avec efficacité les différentes cibles et les acteurs impliqués de près ou de loin dans le processus électoral. Le Conseil de médiature se tient 2 fois dans l'année. Le reste de ses activités est dominé par des actions de terrain. Le médiateur de la République procède au règlement de litiges ou différends selon l'équité, le bon sens, les coutumes, les usages et les bonnes mœurs, sans préjudice des lois et règlements en vigueur. 3 principes le guident: écouter, conseiller, protéger. Direction le Sénégal où l'exploitation du gaz et du pétrole a débuté en 2023 au regard des enjeux que renferme ce secteur pétrolier pour l'économie du pays et la société. Le débat s'intensifie autour des défis relatifs aux activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures. Même si le Sénégal a réalisé des progrès remarquables pour l'accès à l'électricité, seulement 43% de la population rurale y a accès. Relever un de ces défis parmi tant d'autres implique une gestion optimale des découvertes de gisements d'hydrocarbures au Sénégal, ces derniers ayant pour objectif de concourir à la réalisation du plan Sénégal émergent Vision 2035. Accélérer le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction de corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité avec un réseau africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent. Avec un produit intérieur brut de 27,5 milliards de dollars en 2022 et un taux de chômage avoisinant les 24%, le Sénégal mise sur l'exploitation des hydrocarbures pour générer des ressources conséquentes. Selon le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, les sites d'exploitation de Sangomar et Grand Tortue à Méhine, découverts en 2014 et 2015, généreraient 15 milliards de dollars et 24 milliards de dollars en revenus cumulés. Ceci nécessite par ailleurs l'instauration d'un cadre de gouvernance appropriée. Cette clarification donc permettrait de favoriser les investisseurs sénégalais dans ces activités en réservant un certain nombre d'activités à ces entreprises à travers ce régime exclusif. La découverte du pétrole et du gaz au large des côtes du Sénégal ne serait toutefois pas sans conséquences environnementales, exposant le pays aux impacts de la pollution. Les revenus des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2025. Toujours au Sénégal, la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales en mars 2023 vient renforcer une ouverture industrielle déjà entamée dans le pays. Le développement du secteur spatial national offre des perspectives de renouvellement du pacte de croissance du plan sénégalais émergent et porte des promesses de gains de productivité pour un grand nombre de secteurs économiques dans le pays. En procédant à la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales en mars 2023, le président sénégalais Macky Sall a fait du spatial un des piliers de son plan Sénégal émergent. Selon les experts, tous les pays qui ont misé sur le spatial sont quasiment en avance sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Ainsi, l'utilisation du spatial apporte une réponse aux priorités telles que la santé, l'éducation, l'agriculture, entre autres. Ainsi, le secteur spatial peut devenir un des nouveaux piliers de la dynamisation de l'économie et de la société sous la supervision du prochain chef d'État, alors que le Sénégal se prépare à élire un nouveau président le 24 mars 2024. Les initiatives qui se faisaient étaient beaucoup plus orientées dans l'utilisation de la technologie spatiale pour régler des questions techniques concernant des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'urbanisme et autres, mais nous n'étions pas réellement dans la partie création d'économie, création de services à valeur ajoutée par rapport au secteur spatial. Donc l'agence a été créée tout récemment et c'est certainement à partir de fin 2024 que nous pourrons faire un premier bilan. Dirigée par l'astronome Maram Kairé, l'Agence sénégalaise d'études spatiales se consacre à la promotion et à la gestion des activités spatiales au Sénégal. Les équipes travaillent sur de grands projets, notamment l'ouverture d'une usine de fabrication de satellites et d'un grand observatoire spatial régional. Depuis donc une vingtaine d'années, on est à une quarantaine de satellites qui sont lancés depuis le continent. L'Afrique cherche à avoir une certaine légitimité autour de la table donc des nations spatiales. Et donc, dans cette logique, le Sénégal, qui arrive comme 22e agence spatiale du continent,
est tout à fait légitime également dans sa position de dire nous ne voulons plus être juste des utilisateurs, nous voulons être un acteur, des producteurs de technologies spatiales. Et c'est ce que nous comptons faire donc avec cette agence dans les prochaines années. Le Sénégal a rejoint le club des États d'un continent africain qui affiche de manière grandissante ses ambitions spatiales. Même si le domaine du spatial reste encore mal connu du grand public, l'industrie spatiale africaine est aujourd'hui évaluée à plus de 20 milliards de dollars et emploie plus de 18 000 personnes. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a rétabli la peine de mort, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme entraînant la mort d'hommes. Les détails dans cet élément. La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. Félix Tshisekedi a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Le pays d'Afrique centrale avait introduit le moratoire sur la peine de mort en 2003, mais celle-ci n'a toutefois jamais été abolie. Le rétablissement de la peine de mort a été notifié dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo. Le document explique que cette décision vise à punir les actes de traîtrise ou d'espionnage qui nuisent à la République et aux citoyens. Depuis 2 ans, la RDC fait face à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. Ces derniers mois, des dizaines d'opposants politiques, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et de soldats ont été arrêtés pour complicité avec la rébellion du M23 et le Rwanda. Selon Amnesty International, la décision des autorités congolaises est une grave régression et un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière de droits humains. De l'autre côté du globe, à l'ère du numérique, le talent seul ne suffit plus. C'est ce qu'ont compris certains athlètes européens qui ont décidé de travailler leur image à travers les réseaux sociaux. Plus de détails dans cet élément. À l'ère du numérique, l'e-réputation est devenue vitale pour les athlètes de haut niveau en quête de performance. Malgré son immense palmarès, Ange Kounzli doit régulièrement troquer la force de ses points pour le poids des mots. Sur les réseaux sociaux, le boxeur de 30 ans raconte son parcours. Objectif, gagner en visibilité pour vivre de sa passion. Le meilleur des meilleurs, s'il n'a pas de réseau, il ne sera pas connu. Le déclencheur qui m'a fait me mettre sur les réseaux, c'est surtout le fait que je vois qu'il y a eu plein de gens qui ont commencé à se mettre au sport, qui n'étaient pas spécialement bons dans ce qu'ils faisaient, mais qui avaient énormément de notoriété, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu en vivre, etc. Indispensable pour attirer médias, sponsors et engager sa communauté, les contenus postés en ligne peuvent propulser une carrière. Avec leur image, les athlètes doivent susciter la ferveur des internautes, car désormais, le talent ne suffit plus. Le succès se mesure aussi avec les statistiques numériques, comme le nombre de likes et d'abonnés. Autre que juste être visible par tous, c'est un enjeu financier parce que plus je ramène du monde, plus les promoteurs voudront se battre pour m'avoir. Donc je suis obligé de faire du contenu pour être sûr d'être suivi. Et malheureusement, on doit avoir 2 casquettes, celui du sportif et celui du community manager. Soigner son image est crucial à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, surtout pour les athlètes russes et biélorusses. Autorisés à participer sous bannière neutre à condition de ne pas avoir approuvé la guerre en Ukraine, c'est une société d'e-réputation dont le nom est tenu secret qui scrutera leur passé numérique à la recherche d'éventuelles preuves de soutien. Un cas spécifique qui ne doit pas faire oublier les risques de l'e-réputation selon ce spécialiste. L'e-réputation n'est qu'une composante de la réputation et souvent en fait on voit que l'e-réputation est un miroir grossissant mais aussi un miroir déformant de la réalité. On voit souvent chez les sportifs ce phénomène d'emballement sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un risque psychologique pour les sportifs. À quelques mois des JO, 6 Russes et 5 Biélorusses sont pour l'instant qualifiés en tant qu'athlètes individuels neutres, notamment en cyclisme, en lutte et en natation. Et pour certains, leur neutralité est déjà contestée. Mais le Comité international olympique assure que le contrôle de l'identité numérique fonctionne et que l'image de ces sportifs sera scrutée avant, pendant et après la compétition. Jade Lévin, Euronews, Paris. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Georges Tano avec Ulrich Kwasike et Laetitia Boli au cadrage. Ça a été un plaisir de vous le présenter. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.